On pense souvent que l'égoïsme est l'antithèse de la morale, que la morale exige forcément des sacrifices. Mais certains philosophes affirment exactement l'inverse. Pour eux, l'égoïsme ne serait pas seulement un droit, il serait même un devoir moral. Ah bon ? Ça paraît étonnant, même pour moi qui défends l'idée que dans les faits, les êtres humains sont tous foncièrement égoïstes. Ce que tu appelais l'égoïsme psychologique dans ta dernière vidéo. Mais c'est quoi l'argument pour dire que l'égoïsme est carrément un devoir moral ? Eh ben, à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ah, peut-être l'idée que si tout le monde suit son intérêt égoïste, alors on aboutira nécessairement au bien collectif ? C'est pas ça ? Bien essayé, mais non, ça c'est autre chose. Ça, c'est l'argument d'Alan Smith sur la fameuse main invisible du marché, où l'égoïsme ne joue qu'un rôle instrumental. En effet, derrière l'appel explicite à l'égoïsme individuel, l'objectif reste toujours la maximisation du bien-être collectif. Non, moi je te parle d'une théorie, l'égoïsme éthique, qui considère que l'égoïsme est moralement justifié comme une fin en soi. Ça paraît très bizarre. C'est quoi exactement la thèse de cette théorie ? Eh ben, voyons ça de plus près. Dans sa forme la plus pure, la thèse centrale de l'égoïsme éthique est l'idée que le seul devoir moral d'un individu est de maximiser son intérêt personnel. Donc, on doit toujours être un connard désagréable ? On peut jamais faire un truc sympa ? Non, parce qu'il se peut tout à fait que ton intérêt individuel coïncide avec celui d'autrui. Par exemple, en étant sympathique et aimable avec les autres dans une réunion, tu crées un climat agréable dans lequel tu te sens toi-même plus détendu. Ou en aidant un collègue à se déstresser, tu évites qu'il devienne irritable ou peu fiable, ce qui pourrait nuire à vos relations futures et à ta productivité. Donc, ce qui importe, c'est pas l'objectif immédiat d'une action, mais son objectif ultime. Et une action charitable ou généreuse peut tout à fait être compatible avec l'égoïsme éthique, tant qu'elle vise ultimement la maximisation de l'intérêt égoïste de son auteur. Mais c'est quoi l'intérêt individuel ? Comment est-ce qu'on définit ça ? Alors, il y a plusieurs réponses. L'intérêt peut être défini de manière objective, comme l'atteinte d'un certain état d'excellence ou de perfection, comme le faisaient les philosophes grecs, ou bien on peut définir l'intérêt de manière subjective, en l'assimilant au plaisir dans sa version hédoniste, ou la satisfaction des préférences individuelles. Et ici, on va plutôt présupposer ce deuxième type de réponse, plus courant dans les philo contemporaines. Et donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui soutient ce genre de morale égoïste ? Ouais, c'est clairement un défi pour la philo-morale. Mais avant de discuter tout ça, voyons quelques exemples concrets pour voir si tu as bien compris les implications de cette approche. Premier cas. Un ami t'appelle pour te demander un coup de main pour son déménagement. Il a tout organisé, mais personne n'est disponible pour l'aider ce jour-là. Et il a très peur de ne pas y arriver tout seul. Il a vraiment besoin de toi, tu es son seul espoir. Mais cela risque de te coûter du temps, de l'énergie, et c'est pas tellement une amitié dans laquelle tu souhaitais investir de toute façon. Que lui réponds-tu ? Je lui réponds « Non, ça ne m'intéresse pas ». Néanmoins, tu te rappelles juste à ce moment que ton prochain déménagement est pour dans pas trop longtemps, et étrangement, il se trouve que tu n'as toi-même pas beaucoup d'amis. Et en l'aidant cette fois-ci, il te sera redevable. Du coup, je le rappelle et je lui dis, bon, de 1, j'espère qu'il y aura des bières, et de 2, merci de bien vouloir bloquer la date de mon déménagement dans ton agenda. Bravo. Un autre cas à présent. Ta compagne ou ton compagnon, dont tu es éperdument amoureux, décide d'abandonner son boulot pour faire des études d'art. En imaginant qu'il ou elle soit incapable de subvenir à ses besoins seul, dois-tu l'aider ? Non, ça ne m'intéresse pas. Perdu. Comme le dit Ayn Rand, autrice de La vertu de l'égoïsme. There is no contradiction here in that you help him. No, because you see, I am in love with him selfishly. Would not call that a sacrifice because I take selfish pleasure in it. It is to my own interest to help him if he ever needed it. L'égoïsme éthique n'est pas incompatible avec des actes de générosité envers ta famille ou tes amis, si ça contribue à la satisfaction de tes préférences ou à ton bien-être subjectif. Je vois. Autre question, est-ce que l'égoïsme éthique vous donne des raisons de financer une chaîne comme celle-ci qui met toutes ses vidéos en libre accès ? Même si devenir tipeur vous donnera accès à la communauté Discord Philoxime, votre intérêt est sans doute de continuer à profiter de ces vidéos sans débourser le moindre centime. Et pourtant, si cette chaîne existe, c'est uniquement grâce à la contribution mensuelle de ces formidables tipeurs et tipeuses qui ne sont certainement pas des égoïstes éthiques. Ça fait réfléchir, non ? Bon, jusque-là, je dois dire que je trouve ça assez intuitif comme théorie finalement. Elle ne fait qu'aligner nos devoirs moraux avec le fonctionnement normal de notre psychologie, puisque nous sommes tous foncièrement égoïstes. D'accord, alors voyons ce que tu penses de cet autre exemple. Alors que tu passes près d'un petit étang, soudainement tu entends des cris de détresse. Un enfant que tu ne connais pas est en train de se noyer. Tu regardes autour de toi, personne. Toi seul est capable de l'aider. Mais alors que l'enfant t'appelle à l'aide, tu te rappelles que tu portes une paire de baskets de collection hors de prix, à laquelle tu tiens comme la prunelle de tes yeux, et tu ne peux pas t'empêcher de penser que celle-ci serait certainement ruinée si tu plongeais dans ces eaux boueuses. Dans cette situation, que ferais-tu ? Ah, je vois.
pas si intuitif que ça en fait. Et je peux pas simplement enlever mes chaussures? Absolument pas. Les délacer correctement prendrait exactement 37 minutes. N'essaye pas d'échapper au dilemme. Quel est le comportement à suivre d'après l'égoïsme éthique? Je suppose que la réponse est non, je préserve mes chaussures. Mais c'est horrible comme réponse. J'aurais beaucoup trop de remords à le laisser se noyer, je devrais vivre toute ma vie avec la culpabilité. Mais quelle culpabilité si tu n'as pas de devoir moral envers lui? Pourquoi te sentir coupable du fait que ses parents manquent manifestement à leurs obligations parentales? La culpabilité n'est-elle pas un sentiment irrationnel, instillé en toi par les partisans de l'altruisme qui veulent te culpabiliser d'oser vouloir vivre pour ton propre bonheur sans prendre tout le malheur du monde sur tes épaules? Ah, oui, vu comme ça... Non, mais quand même pour moi, cette théorie me paraît très contre-intuitive. Comment est-ce qu'on peut justifier une approche avec des conclusions aussi monstrueuses? Eh bien, on va voir ce que les partisans de l'égoïsme éthique ont comme argument à faire valoir. Commençons par l'argumentaire d'Ayn Rand, figure importante de la pensée américaine. Je me bats contre un homme que je veux détruire. Il est mort voilà plusieurs siècles, mais tant que son souvenir ne sera pas balayé de l'esprit des hommes, nous ne pourrons vivre dans un monde décent. De qui parlez-vous? De Robin des Bois. Reardon le regardait, ébahi, interloqué. Il prenait aux riches pour donner aux pauvres. Eh bien moi, je prends aux pauvres et je donne aux riches. Ou pour être plus exact, je restitue aux riches qui produisent ce que les pauvres leur ont volé. Un idéal terrifiant, voilà ce que Robin des Bois a immortalisé. Il justifie l'existence du médiocre, incapable de se prendre en charge, qui exige de disposer des biens de ceux qui lui sont supérieurs. C'est cette créature, un parasite à deux titres, puisqu'il prolifère sur les plis des pauvres et se nourrit du sang des riches, la pire qui soit donc, que les hommes en sont venus à considérer comme un exemple d'exigence morale. De toutes les figures symboliques, Robin des Bois est la plus immorale, la plus méprisable. Atlas Shrugged, Ayn Rand. Écrivaine d'origine russe, ayant fui l'URSS pour les États-Unis, Ayn Rand a surtout écrit des romans en forme de fables politiques, mettant en scène la lutte entre individualisme et collectivisme, comme son roman Atlas Shrugged, qui raconte un mystérieux mouvement de grève des entrepreneurs et dirigeants d'entreprises, qui bien sûr sème le chaos, car le monde ne peut pas se passer de leur contribution décisive à l'innovation disruptive. En pleine période du macartisme, alignant les best-sellers et assumant un rôle de plus en plus politique et philosophique, Rand deviendra l'égérie de la droite américaine. Au point que de nombreux politiques républicains la citent comme influence, et que Atlas Shrugged est souvent présenté, avec une grosse dose d'exagération, comme le deuxième livre le plus influent aux États-Unis, après la Bible. Et donc, c'est quoi l'argument de Rand en faveur de l'égoïsme éthique? Il faut d'abord voir que pour Rand, l'altruisme constitue un poison moral qui dénie fondamentalement la valeur des individus. Selon elle, l'altruisme affirme que toute action entreprise pour le bien d'autrui est bonne, et que toute action entreprise pour son propre bien est mauvaise. Ainsi, le bénéficiaire d'une action est le seul critère de valeur morale, et tant que ce bénéficiaire est quelqu'un d'autre que soi-même, tout est permis. Et donc d'après elle, la société traite l'individu comme un animal sacrificiel qui le pénalise pour ses vertus, de manière à pouvoir récompenser les vices de parasites, de mendiants et de pilleurs, et autres noms d'oiseaux sympathiques. Or, toujours d'après Rand, que ce soit via l'utilitarisme de Bentham ou de Mill, ou sous une autre forme, l'altruisme a été le code moral dominant pour la majeure partie de l'histoire de l'humanité. Par contraste, à ses yeux, l'égoïsme éthique est la seule théorie qui prend au sérieux l'importance de la vie humaine. Et à l'appui de cette idée, elle fait un argument métaphysique très discutable, et manquant singulièrement d'humilité épistémique. Ainsi, Rand se vante d'avoir résolu d'un coup de cuillère à peau, en un ou deux paragraphes, le fameux problème philosophique de la loi de Hume, du passage du factuel au normatif. Pas tout à fait sûr que ce soit aussi facile que ça, mais soit. Autant vous dire que Rand n'est pas tenue en très haute estime chez les philosophes. Elle a même subi une déconstruction en règle par Robert Nozick himself, figure centrale du libertarisme de droite, pourtant peu susceptible d'antipathie vis-à-vis de ses idées politiques. Mais donc, laissons de côté ces virées métaphysiques et essayons de formuler le cœur de son argument éthique de la façon suivante. Chaque personne n'a qu'une vie à vivre, et cette vie est donc d'une importance capitale pour elle. Pour prendre l'individu au sérieux, l'éthique doit donc refléter cette réalité et considérer que la vie de l'individu est la valeur ultime. Or, dit l'argument, la principale alternative est entre l'égoïsme éthique et les éthiques altruistes qui ne prennent pas au sérieux l'importance de la vie humaine. Et donc, l'égoïsme éthique est la seule théorie acceptable, puisque c'est la seule à prendre au sérieux l'importance de l'individu et de sa vie. Alors certains d'entre vous auront déjà repéré les deux gros problèmes de cet argumentaire. Rand fait à la fois un homme de paille, en partant d'une version extrême d'un altruisme sacrificiel, où toute action entreprise pour soi serait immorale, et un faux dilemme,
représentant sa propre théorie comme la seule alternative à cet altruisme extrême. Ah, on me dit qu'il y a quelques amateurs de zététique qui viennent de décéder. Mais n'y a-t-il pas d'autres conceptions plus subtiles de l'altruisme? Et n'y a-t-il pas d'autres théories éthiques qui prennent au sérieux la valeur de la vie de l'individu? Mais bon, même si c'est pas THE argument définitif en faveur de l'égoïsme éthique, est-ce qu'on pourrait pas quand même dire que cette prise au sérieux de l'importance de notre vie est un argument en sa faveur? Oui, on pourrait dire ça. Par contre, malgré la tournure radicale que lui donnent certaines citations choc, on peut considérer que la théorie de Rand ne constitue pas une version pure de l'égoïsme éthique, puisqu'elle ajoute également la contrainte du respect des droits fondamentaux de propriété. Et c'est pas bête comme ajout, parce que ça permet d'éviter les implications morales les plus dérangeantes de l'égoïsme éthique, mais du coup, ce dernier ne joue plus un rôle très important dans sa théorie, qui se réduit à une forme de libertarisme, mais en plus compliqué. Et ceci malgré le fait que Rand a toujours refusé le qualificatif de libertarienne, s'étant apparemment brouillée avec les libertariens qu'elle accuse de l'avoir plagié. Bref, nous ce qui nous intéresse ici, c'est pas le libertarisme, sur lequel on a déjà fait plusieurs vidéos, mais c'est cette version pure de l'égoïsme éthique. Voyons voir ce qu'on pourrait dire d'autre en faveur de cette théorie. Who is society? We are. Man can be permitted to exist only in order to serve others. He must be nothing but a tool for the satisfaction of their needs. Self-sacrifice is the law of our age. The man who refuses to submit and to serve, Howard Rourke, the supreme egoist, is the man who must be destroyed. Un autre grand argument en défense de l'égoïsme éthique est de dire qu'une telle approche est loin d'être aussi radicale et contre-intuitive qu'elle en a l'air. Au contraire, elle serait peut-être plus proche du sens commun que les approches morales standards. En effet, entre les théories excluant tout traitement préférentiel en faveur de ses proches, l'utilitarisme qui exige de redistribuer tout son superflu à des nécessiteux, ou l'éthique de Kant qui rejette catégoriquement le mensonge en toutes circonstances, l'éthique peut parfois paraître bien inaccessible pour de simples humains comme nous, avec leurs défauts, leurs désirs, leurs partialités. Au contraire, l'égoïsme éthique embrasse cette partialité. J'ai le droit de vivre une vie épanouie, ou de me soucier du bonheur de mes proches, précisément parce qu'ils contribuent à mon intérêt personnel. J'ai le droit d'accepter un nouveau job qui me procurerait un gain financier minime, même si les autres candidats sont beaucoup plus dans le besoin que moi. En outre, dans bien des cas, d'après ses partisans, l'égoïsme éthique ne mène pas à des conclusions si différentes de la moralité de sens commun. En effet, avance-t-il, pour obtenir des biens indispensables à mon intérêt personnel, j'ai besoin de la coopération d'autrui, que ce soit la coopération d'un marchand, d'un client, d'un employeur ou d'un ami. Or, si j'agis comme un parfait fumier, en ne tenant aucunement compte des autres, en ne respectant jamais mes promesses, ou en mentant dès que ça me chante, plus personne ne me croira, n'acceptera mes promesses, bref, plus personne ne voudra coopérer avec moi. Pire, je pourrais même subir les représailles d'une personne à qui j'ai causé du tort. Il est donc parfaitement dans mon intérêt de me montrer coopératif, et de ne pas porter atteinte au bien ou à la personne d'autrui. Ainsi, même si j'avais des pulsions pyromanes qui me donneraient envie de mettre le feu à un grand magasin rien que pour voir le genre de flamme que ça ferait, il n'est pas dans mon intérêt d'y céder, vu les risques que je courrais si je me faisais prendre. Ok, mais et si t'arrives à faire ça sans te faire prendre? Oui, on peut se demander si cet argument de la coopération n'est pas très fragile dès que le risque de se faire pincer est suffisamment faible. Mais plus fondamentalement, ce qu'on peut reprocher à cet argument, c'est que le fait que d'autres personnes puissent mourir dans d'atroces souffrances ne fait absolument pas partie des raisons de ne pas foutre le feu à ce grand magasin. Les seules raisons qui comptent pour l'égoïsme éthique, c'est celles qui concernent moi-même et encore moi. Voilà qui est quand même très éloigné de la moralité de sens commun. Et donc, cet argument de la coopération semble avoir de grosses limites. Il ne me donne de raison de tenir compte des intérêts des autres que dans les cas où ceux-ci sont capables de coopérer avec moi ou de me nuire. Dans le cas de l'enfant se noyant dans l'étang, par exemple, l'argument de la coopération ne semble donner aucune bonne raison de lui porter secours au détriment de mes précieuses chaussures de collection. Certes, en supposant que cet enfant a une famille, je pourrais toujours espérer une récompense ou craindre des représailles de leur part, mais il suffit d'imaginer qu'il n'y ait aucun témoin, ou qu'il s'agisse d'un orphelin ou d'une personne seule au monde, et l'argument de la coopération n'a plus aucun effet. Et une autre divergence importante avec la morale conventionnelle, c'est que si je souhaite réaliser des actions charitables, l'égoïsme éthique classera comme plus importante celle qui me procurerait le gain le plus important. Ainsi, financer la rénovation de la salle de réception de mon club de golf me procurerait certainement un bien plus grand bénéfice que de soutenir une ONG qui lutte contre la faim dans le monde. Et donc ça veut dire bye bye la donation à Action contre la faim. But it's a humanitarian project. Think of the people who live in slums. If you can give them decent housing, you perform a noble deed. Would you do it just for their sake?
No. The man who works for others without payment is a slave. I do not believe that slavery is noble. Pourtant, n'importe quelle autre approche morale considérerait la lutte contre la famine comme la cause prioritaire. Et justement, est-ce qu'on peut vraiment dire que l'égoïsme éthique compte comme une théorie morale ? Est-ce que c'est pas un peu comme prétendre avoir une théorie morale qui dit je suis maître de l'univers et tous les autres sont mes larbins » En effet, il y a de quoi se poser la question, tant l'égoïsme éthique paraît différent des théories morales classiques. Par exemple, l'égoïsme éthique ne permet aucunement de résoudre les conflits d'intérêts. Imaginez la situation suivante. Votre oncle Martin a fait de vous le seul héritier de sa considérable fortune. Hélas, à 85 ans, le corneau affiche une santé de fer et continue de profiter de sa fortune avec voracité. Or, vous avez l'obligation morale de poursuivre votre intérêt individuel. Alors, que faire ? Bien sûr, il y a la piste de l'assassinat, que l'argument de la coopération peine à écarter catégoriquement. Et même en imaginant que ce soit trop risqué, l'égoïsme éthique vous recommandera tout de même de faire le maximum pour réduire son espérance de vie, que ce soit en l'encourageant à l'alcoolisme ou au tabagisme débridé, en lui conseillant de s'alimenter exclusivement d'aliments frits, ou en le convainquant de soigner son cancer via l'homéopathie. Donc de ne pas soigner son cancer. Par contre, les beignets à l'absinthe, c'est délicieux. Bref, il y a clairement un conflit d'intérêts. Celui de l'oncle Martin est de continuer à vivre riche le plus longtemps possible, alors que le vôtre est de réduire au maximum son espérance de vie. La théorie ne donne aucun critère pour arbitrer ce conflit d'intérêts. Au contraire, ici, elle exige de chacun des protagonistes qu'ils adoptent un comportement radicalement contradictoire. Et il n'y a pas que cette question des conflits d'intérêts. L'égoïsme éthique a tout un tas d'implications très bizarres pour une théorie morale. Par exemple, on peut difficilement blâmer les autres pour une violation de l'égoïsme éthique. Eh ben, t'as mal agi, parce que t'as pas maximisé ton intérêt. C'est mal. En fait, je n'ai absolument pas intérêt à recommander aux autres de suivre les préceptes de l'égoïsme éthique, puisqu'il sera certainement plus profitable d'être le seul égoïste au milieu d'altruistes afin de mieux pouvoir les plumer. De même, il paraîtrait très étrange de se justifier en invoquant cette théorie. Tu vois, oncle Martin, tout ce que je fais pour toi, je le fais en vertu de l'égoïsme éthique. Tiens, tu reprendras bien quelques beignets à l'absinthe. Et d'ailleurs, mon intérêt sera sans doute de cacher le fait que je suis un égoïste éthique, pour éviter que les autres ne se méfient de moi et refusent de coopérer. Alors, c'est quand même particulier, une théorie morale qu'on ne recommande à personne et qu'on n'ose même pas assumer publiquement. Plus fondamentalement, selon certains, tout ça renvoie à un des plus gros problèmes de l'égoïsme éthique, son caractère arbitraire. Ainsi, on considère généralement que le point de vue moral est marqué par une exigence d'impartialité ou d'égal traitement. L'idée que des cas moralement similaires doivent être traités de façon similaire. Un exemple d'approche qui ne respecte clairement pas ce principe serait les approches racistes ou spécistes. Dans les deux cas, on divise les individus en deux groupes, le sien et celui des autres, et on accorde systématiquement une importance plus élevée à son propre groupe, sa propre prétendue race, sa propre espèce, même pour traiter des cas similaires. Or, il s'agit de discrimination injustifiable, car contraire au principe d'égal traitement. Alors, est-ce que l'égoïsme éthique respecte ce principe d'égal traitement ? Certes, formellement, on pourrait dire que l'égoïsme éthique ne privilégie personne en particulier, il ne dit pas que l'intérêt d'un individu particulier compte plus que les autres, mais reconnaît à chacun le devoir de poursuivre son intérêt. Mais, dans un sens plus substantiel, on pourrait dire que l'égoïsme éthique pose bien un problème d'égalité de traitement. En effet, il recommande de diviser le monde entre moi et les autres, et de considérer que mes intérêts sont plus importants. Pourtant, les autres aussi ont des intérêts comparables aux miens. Eux aussi ont une vie à vivre. Pourquoi est-ce que ma vie devrait avoir priorité sur celle des autres ? Qu'est-ce que j'ai, moi, de si spécial pour justifier une telle différence de traitement entre mes intérêts et ceux des autres ? En l'absence de réponse à cette question, il faudrait donc considérer l'égoïsme éthique comme une théorie arbitraire. Petite parenthèse, notons que l'égoïsme éthique n'est pas la seule à faire de la place à la partialité, contrairement à ce que je suggérais tout à l'heure. La plupart des théories morales, à l'exception du conséquentialisme le plus hardcore, laissent place à une sphère de considération personnelle qui permet aux individus, dans certaines conditions, de privilégier leurs propres projets et intérêts. Toujours est-il qu'on pourrait conclure que l'égoïsme éthique ne mérite pas le qualificatif de théorie morale, vu son incapacité à régler les conflits d'intérêts, sa non-publicité, son incapacité à offrir une justification acceptable par autrui, voire son caractère arbitraire. Bien sûr, les égoïstes pourraient parfaitement avaler cette pilule, et continuer à soutenir que nous devrions tous poursuivre notre intérêt personnel, si pas pour des raisons morales, au moins pour des raisons rationnelles. Donc c'est peut-être une victoire à la Pyrrhus pour les critiques de l'égoïsme, mais au moins celui-ci ne pourrait pas se prévaloir de la prétention discutable de représenter la vraie interprétation des exigences de la moralité. Dans tous les cas, si on devait généraliser les conclusions de l'égoïsme psychologique ou de l'égoïsme éthique,
en imaginant un monde où les individus ne peuvent pas faire autrement, ou ont le devoir moral de poursuivre leur intérêt individuel. Qui voudrait vivre dans ce monde-là? Un monde où l'on ne pourrait jamais compter sur les autres, à moins d'être capable d'y mettre le prix. Et où ceux-ci chercheraient en permanence, comme nous le ferions nous-mêmes, à nous exploiter pour tirer le bénéfice maximal de la moindre interaction, voire à nous imposer sa loi par la force. Une telle société, composée seulement d'égoïstes, se révélerait vite sacrément dystopique. Dès lors, pour échapper à cette guerre de tous contre tous, peut-être que notre intérêt serait de chercher un compromis et d'accepter de nous soumettre à un contrat social, un sujet qu'on va aborder dans la prochaine vidéo de cette série et que vous pourrez voir en cliquant ici.